Salut Andrea. Salut Gilles. Bon, aujourd'hui on va parler de tes machines. Ouais, les machines de coutellerie, mais surtout les machines professionnelles. Alors, Vas-y, rentre, qu'on puisse fermer. bon, quoi de beau à nous montrer? Alors, le touret de coutellerie, donc c'est vraiment une machine, alors ça c'est une version donc thiernoise. Pour moi c'est complètement indispensable d'avoir ça comme machine. On a un axe ici de 22 mm avec un serrage rapide en fait. Donc là on va pouvoir en fait monter et démonter des outils assez rapidement. On a un feu qu'on enclenche comme ça, et après on va serrer comme ça, avec deux clés, hop. Voilà. C'est le touret. Et ça c'est vraiment en fait un outil qui va nous permettre de faire tout ce qui est polissage. Et on peut varier la vitesse aussi d'ailleurs, ici si tu regardes là, ça c'est des poulies étagées, donc il y en a une au niveau de l'axe, là ici, et une au niveau du moteur, et en fait on déplace la courroie en fonction de la vitesse qu'on veut avoir, donc c'est vraiment, moi je ne peux pas me passer dans ma vie de ce genre de machine, voilà, c'est exceptionnel, voilà, c'est vraiment trop bien quoi. Donc tous les outils qu'il y a ici qui sont montés, à la fois qui sont sur douille en fait, vont sur ce touret là. Alors les tourets de coutellerie c'est quand même un outil assez dur, enfin une machine assez dure à trouver, donc ça se trouve d'occasion, mais sinon ça se fait encore neuf, voilà, donc c'est possible de l'acheter neuf si ça vous intéresse. Mais je ne suis pas vendeur. Alors le backstand maintenant. Donc ça c'est vraiment l'outil principal en coutellerie. Donc là sur ce backstand là il y a un côté donc backstand et un côté touret. Donc le backstand c'est vraiment l'outil sur lequel on met des bandes abrasives. Voilà. Donc ça c'est une roue de contact. Et c'est sur ça en fait qu'on va venir faire tout ce qui est détourage, façonnage, enfin voilà, c'est vraiment une machine, sans ça il n'y a pas de coutellerie vraiment en fait. Et l'avantage de ce modèle là, donc c'est fait par Jolivet Mécanique et Thiers, en fait il y a un côté ici, donc l'axe en fait c'est ce qu'on appelle un double axe, donc là on peut mettre tous les outils de polissage, donc comme on a vu le touret avant, et le côté backstand, donc en réalité, quelque part, en fait cette machine là seule fait les deux. D'accord. Après les backstands on les voit souvent pas en double axe, donc ça n'existe pas, il n'y a que ce poste là. Voilà donc. Et si ça fait les deux, pourquoi tu as ça et un touret alors? Parce que c'est pratique en fait, même si le touret en fait c'est un serrage rapide, donc montage démontage c'est vraiment rapide, à chaque fois qu'on change les outils, on perd du temps. Et vu qu'on utilise beaucoup d'outils, c'est toujours pratique. Moi par exemple ici je vais monter des outils type frotte ventilée qui va être souvent là en fait. Et même des fois je fais un truc sur la bande, par exemple je vais faire une phase de finition sur du bois sur ma bande et je passe directement là à mon outil qui est monté. Voilà, donc c'est pratique quoi. Donc en fait le backstand et le touret, donc c'est des machines relativement grosses entre guillemets par rapport à la coutellerie. Et il faut juste avoir un truc, c'est que par exemple moi mes moteurs sont en 380, mais en fait c'est tout à fait disponible en 220 parce que moi je me rappelle que je me posais souvent la question avant d'être professionnel. Et en fait on peut tout à fait adapter un moteur 220 pour faire tourner ce genre de machine au niveau puissance, il y a aucun problème. Enfin, c'était juste un petit détail. Maintenant on va passer à la scie à ruban, la Makita. La Makita. Donc ça c'est pas forcément c'est pas indispensable à la coutellerie, mais pareil moi sans ça je ne travaille plus. Je m'en sers vraiment tout le temps. C'est un très bon compromis de machine en fait en termes amateur ou professionnel, c'est un bon compromis. En plus j'ai 15% en action Makita, non c'est pas. c'est assez facile d'utilisation. J'ai découpé des milliers de paires de plaquettes et même des morceaux. Par exemple ça c'est du gaillac, c'est un bois quand même très dur mais qui se découpe assez bien. Là on voit bien les traits de scie, hein. Ça j'ai découpé avec cette petite scie là quand même. Elle est aussi petite que ça aussi? Si pour si les menuisiers me regardent ils vont rigoler. D'accord. Mais non c'est une petite scie, hein. Mais franchement c'est tellement pratique, et en plus tout ce qui est par exemple quand souvent dans les plaquettes de bois qu'on a pour la coutellerie, qu'on les achète ou qu'on les découpe soi-même, il y a beaucoup de marge, c'est beaucoup plus large et tout ça, et en fait plutôt que de faire de la poussière au backstand, on vient découper, on vient détourer à la lame sans toucher l'acier bien sûr pour économiser les bandes et faire le moins de poussière possible. Pour moi c'est quand même indispensable comme machine quoi. Une scie à ruban, une bonne scie à ruban. Makita alors. Top. Moi ou autre. Maintenant la perceuse. Donc ça c'est une Sidéric, donc c'est une super marque, ça c'est toujours neuf je crois, mais ça c'est vraiment des très vieilles machines, c'est ultra robuste, c'est très lourd, ça bouge pas, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est complètement indispensable, en sachant que cette perceuse là elle est totalement surdimensionnée, hein. C'est une perceuse, pour donner un ordre d'idée, oui. C'est des forêts qu'on peut mettre dessus en fait. Donc, ah ouais, tu peux mettre des trucs comme ça si tu veux dessus.
ce qui est super pratique, c'est que vu que c'est des perceuses qui sont aussi très lourdes, bon, déjà elles sont très bien conçues, en termes de vibration, il n'y a pas de vibration. Par exemple là, si on veut monter la colonne, hein, genre avec 2 doigts, je monte la colonne. Voilà. En fait, tu peux verrouiller comme ça. Hop. En plus, celle-ci, elle est vraiment particulière parce que il y a une descente ici micrométrique. Donc ça, c'est fait pour faire du travail de fraisage. Donc là, j'ai enclenché la descente micrométrique et là, on peut descendre juste avec ça pour faire vraiment des trucs de précision. Moi, je m'en sers jamais, mais en tout cas, ça peut être utile. Il y a aussi quelque chose qui est super intéressant sur les perceuses en général, quand il y en a, c'est ça. En fait, ça, c'est pour faire de la profondeur. En fait, quand on fait par exemple un lamage, donc c'est pour le passage des vis. Quand on fait un lamage, par exemple, donc on a besoin de connaître notre niveau 0. Et le niveau 0, bah, c'est là, par exemple, on va venir en contact ici. Et ça, c'est notre niveau 0. Donc on bloque ici. Là, non, c'est dans le mauvais sens. Hop. Donc là, j'ai marqué en fait ma profondeur. Et ça fait que maintenant, si je veux descendre, bah, je ne peux pas descendre plus loin. Donc ça permet d'avoir le niveau 0. Et en fait, avec ce genre de machine, bah, c'est très pratique. Après, on va régler le 0 sur le 0. Et là, on peut savoir après à quelle profondeur on veut descendre en plus par rapport à notre niveau 0. Enfin, voilà, c'est un détail, mais franchement, c'est super. Sur quasiment tous ces modèles-là en ont. Donc c'est extrêmement pratique, ça gagne beaucoup de temps. Moi je recommande ce genre de truc là, hein. Le Sideric c'est vraiment c'est super connu. Et il y en a des plus petites que celle-là du coup? Ouais, j'en ai d'autres, des plus petites, ouais. Ça, je sais pas, c'est une machine qui doit faire dans les 120 kg, peut-être un truc comme ça quoi. Ah oui. Donc c'est assez lourd. Bon, on a vu la perceuse, le touret, le backstand. La scie à ruban, on va aller voir le four de trempe, qui est pareil. Essentiel. Notre machine indispensable. Alors. On va éviter les gouttes. Donc c'est juste au bout. Donc là on retrouve un touret de coutellerie encore. Ici. Notre touret. Ouais. Un backstand. Un backstand. On est 50. T'en as 2? Bah, j'en ai un là-bas, un autre là, j'en ai un autre ici. Ça c'est un autre backstand d'un pote. Donc là c'est vraiment une conception complètement différente. Ça c'est ce qu'on voit. Bon, je vais pas le monter, mais enfin, si on fait comme ça, j'ai pas l'habitude de ces backstands là. Merde, je fais n'importe quoi. Ouais. Donc ça c'est les backstands qu'on voit classiquement en fait. En fait là on a un bras sur lequel, ici ça c'est un bras qu'on peut avancer ou rentrer, sur lequel on peut mettre différents trucs. Là par exemple il y a un plateau ici. On peut travailler avec un plateau, on peut mettre une roue de contact, enfin voilà. Donc c'est des backstands qui sont aussi très bien, moi je m'en sers pas, mais c'est très bien aussi. C'est juste que ça il n'y a pas une conception vraiment coutellerie, on va dire tiernoise. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un axe sur lequel on peut monter et démonter des outils en fait, c'est assez différent comme conception. Après il y a plein de choses ici qui ont un peu rien à voir, mais là c'est une scie à ruban Makita aussi, Sideric, qu'est-ce que je raconte que j'ai pas encore mis en route. Une autre scie à ruban qui pour me servir à découper l'acier en fait, avec des lames spéciales pour découper vraiment l'acier quand je fais mes traçages, dans mes plaques d'acier, quand je fais mes traçages pour faire des couteaux, plutôt que de découper à la meuleuse, à la disqueuse les plaques, bah en fait avec une scie à ruban faite pour, bah ça sera le top, mais j'ai pas reçu mes lames encore. Voilà, mais donc sinon le four de trempe qui est juste au fond là, franchement ça c'est trop bien. Un rock blade. C'est vraiment trop bien, donc c'est un four électrique et pour le coup celui-ci il est en 220, il est en mono. Et en termes de consommation, c'est super bien. Je crois il me semble, si je dis pas de bêtises, il doit consommer moins de 3 kW. Je sais plus, je crois que c'est 2,2 ou je crois que c'est 2,2 kW. Mon chauffage là-bas consomme plus. Et donc il y a la montée en température. J'ai l'impression d'être un vendeur. J'ai le même à la maison. La montée en température se fait ultra vite. Donc pour les aciers inoxydables, généralement on monte à 1050 degrés. Pour beaucoup d'acier inoxydable, c'est souvent à peu près cette plage-là. Et je crois qu'en 35 minutes, il est chaud, quoi. Ah ouais. Donc par contre, c'est un four qui a peu d'inertie. Donc si on met une très grosse pièce, des pièces volumineuses dedans, vraiment volumineuses, bah, il descend vite en température, mais après il remonte, bien sûr. Mais pour tout ce qui est lame de pliant, couteau fixe de taille moyenne, on va dire, franchement, c'est... Et gros couteau, faut juste être un peu plus patient, quoi. Mais c'est trop marrant, l'énorme caisson pour un tout petit foyer. Tu peux montrer le petit foyer, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est pour l'isolation, quoi. Ouais. Et en fait, en réduisant, bah, c'est ça qui est bien. Celui-ci, il a vraiment une petite chambre. Et en fait, bah, ça veut dire que le volume d'air à l'intérieur, il est petit. Donc ça va plus vite à chauffer. Plus ta chambre de ton four, elle
Elle est grande, plus il faut de la puissance pour la chauffer, plus il faut de temps pour que ça monte en température. Et après, bon, l'isolation, forcément, plus l'isolation est bonne et de qualité, plus ça garde la chaleur, plus ça chauffe et moins tu as besoin aussi d'énergie, quoi. Une autre grosse perceuse sidérique? Ouais, une autre, ouais. Oula, qu'est-ce qui se passe comme ce genre de soirée ici? Le four de revenu, parce qu'en fait, un four de trempe, voilà, qu'on a vu, peut faire aussi four de revenu, donc à basse température, on va dire entre 200 et 250 degrés, c'est à peu près le revenu qu'on fait classiquement sur tous les aciers différents. Et pour faire le revenu, moi j'ai un four, mais je l'ai déjà montré dans plein de vidéos, mais c'est un four de cuisine. Hein. Ah oui, la chaleur four de tournante. revenu. Donc ça peut paraître pas du tout professionnel, mais je rappelle que je suis un professionnel. Et en fait, c'est largement suffisant. Donc un four de cuisine, après, évitez de mettre vos lames sorties de la trempe dans un four de cuisine chez vous, parce que ça fait de la fumée, quoi. On essuie bien les lames, l'huile, mais ça brûle quand même, donc c'est pas forcément top. Donc voilà, ça c'est le four de revenu. Après, on va passer un peu derrière, si tu peux. Des choses qui n'ont rien à voir, mais ça c'est un poste à souder. Donc en coutellerie, je le dis juste comme ça, parce qu'on verra l'image, mais c'est aussi un poste. Un poste à souder. Voilà, ça, c'est une presse, une petite presse à main hydraulique. Donc, ça fonctionne comme ceci. Donc ça permet de descendre le bras, ça descend tout doucement. Et en fait, avec ça, je mets mon poinçon dedans. Mon poinçon, voilà. Et en fait, je marque l'acier. C'est avec ça que je marque, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Il y a des poinçons, selon la marque qu'on fait, qu'on peut marquer à la main en marteau. Donc on met le poinçon, enfin, c'est un peu chaud, hein, on tape, voilà. Et ça permet de le faire vraiment précisément. Donc c'est aussi un bon achat. En gros, c'est dans les entre 200 et 400 euros, quoi. C'est tout? Voilà, Ah ouais, j'aurais imaginé beaucoup plus. Non, c'est vraiment pas... Attends, cette énorme machine à pression, là? Ouais, non, mais en fait, c'est très simple. Hein. D'accord. C'est du profilé en acier, et après, tu as un système hydraulique avec un petit vérin. C'est pas des presses très puissantes, c'est pas motorisé, donc c'est des prix qui sont pas très chers. Okay. Le four de trempe, je sais plus, je crois que je l'ai acheté 1800 euros, il me semble. Ouais. Un bon backstand? Un bon backstand... généralement, c'est entre une fourchette super large entre 1000 et 4000, quoi. Ouais, je parle neuf, hein, d'occasion. Après, c'est toujours il y a beaucoup de choses d'occasion, mais c'est... Et un touret? Un touret comme celui que j'ai, je sais pas, je crois que ça coûte dans les presque 2000 euros. Hein. Okay. Mais du coup, moi, tous ceux que j'ai, à part mon backstand, ils sont d'occasion. Et un touret d'occasion, en fait, c'est pas que c'est mission impossible pour en trouver, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai regardé pendant des années et des années sur le Bon Coin pour en trouver et tout ça, donc c'est très dur. Mais sinon, le prix, ça va d'occasion, un touret, ça va entre 150 et 800, quoi, dans tout ce que j'ai vu de prix. Voilà. Okay. Donc ça vaut le coup de chercher. Ça, c'est une rectifieuse de bijouterie, mais qui est toujours pas en fonction. Une rectifieuse de bijouterie? Ouais. Ça. En fait, là, il manque le plateau qui est là-bas. En fait, là, ici, il y a un plateau, voilà, qui va faire avec ça, là, avec cette manivelle-là, le plateau, il va faire boum, 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 je fais bien le bruit. Ici, il y a une meule qui tourne, il faudrait dévisser ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une meule en fait. Voilà. Et en fait avec ça, donc on a tout un tas de choses, on va descendre. Alors, ça, donc ça c'est le plateau qui fait ça ou ça. Et ici c'est la descente. Voilà, on va monter en fait, on va descendre la tête, on va monter. Et en fait ça permet la rectification, c'est pour avoir une surface parfaitement plane, donc complètement plate. Voilà. Et donc avec ça c'est pour avoir si on veut faire du couteau très bien fini, avec des cotes en fait on peut être précis au centième de millimètre avec ce genre de rectifieuse là. Donc voilà, mais elle n'est pas en fonction, ça fait un moment qu'elle est là et j'ai pas trop le temps. Mais c'est très utile en fonction de la coutellerie qu'on veut faire. Après pour l'instant je maîtrise pas, je m'en suis jamais servi, mais elle est là en attente, comme plein de trucs. Ok. Voilà, mais c'est un des outils qu'on trouve chez pas mal de couteliers qui sont bien meilleurs que moi. Attends, je sais pas si ça fait partie de ce qu'il faut montrer, mais c'est quoi ce truc? C'est un étendoir là? Ah, ça c'est c'est mon aspirateur que j'ai ramené mais que j'ai toujours pas mis en fonction. Un aspirateur industriel? Bon, c'est un aspirateur de menuiserie à la base. D'accord. C'était Papa d'ailleurs qui me l'avait acheté il y a longtemps. Ah ouais? Ouais. Et donc là il y a un sac, en fait un sac qu'on met ici et un sac qu'on met là, enfin c'est des sacs filtres. Ouais. Donc là au-dessus tu as une espèce de gros sac qui se gonfle avec l'air et là en dessous tu as un autre sac dans lequel la poussière tombe. Bah c'est pas mal hein, les aspirateurs, même si là je m'en sers pas. Et ça se déplace? Ouais, celui-ci il est ah ouais d'accord, ok, ouais. Mais en fait la coutellerie c'est tellement poussiéreux quoi, c'est incroyable. Et puis
Chaque insecte, la poussière, hein, c'est pas ouf. Des bois en plus et tout ça, c'est assez toxique pour plein de trucs. Donc ouais, c'est un bon investissement aussi, un aspirateur. Après, on va pas se le cacher. Hein. On va pas se le cacher. C'est super chiant. Le bruit que ça fait, c'est fou. En fait, dans mon atelier, super intéressant. J'ai un sous-sol et j'aimerais bien pouvoir acheter vraiment un bon aspirateur et en fait du sous-sol faire partir des tuyaux jusqu'aux machines pour pouvoir aspirer. En fait, donc le bruit il est contenu à un endroit et ce serait vraiment le top du top. Quoi. Pour l'instant, je mets un masque, la cartouche et même mon aspirateur, je l'ai pas remonté là. Mais en tout cas, c'est vraiment utile. Je sais pas au niveau du prix, je sais pas, je dirais pareil, hein, une fourchette entre 200 et 500 euros pour avoir un truc d'entrée de gamme quoi. Bon, il en reste des machines à présenter ou... Non, je crois qu'on a fait le tour d'à peu près tout. En fait, c'est ça vraiment qui est bien en coutellerie, c'est que, je pense qu'on le verra dans la vidéo, enfin j'espère en tout cas, c'est qu'en termes de matériel, franchement, c'est l'outillage qui est déjà pas très lourd en termes de taille et en termes d'investissement et de quantité. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses quoi, pour la coutellerie. Vraiment, c'est même niveau budget, niveau financier, je pense que pour moins de 10 000 euros, tu peux avoir tout ce qu'il faut pour vraiment tout ce qu'il faut pour faire de la coutellerie quoi. Même en tout ça, alors que par exemple je pense souvent à ça en comparaison de la menuiserie ou ce genre de choses là. Déjà c'est l'outillage ultra lourd et en plus les prix c'est 10 000 euros, c'est peut-être le prix d'une machine en menuiserie de, je sais pas, d'une raboteuse, dégauchisseuse, j'en sais rien, mais donc vraiment je pense que c'est intéressant de faire cette petite vidéo pour aussi montrer que toutes les personnes qui ont envie de faire de la coutellerie, en fait c'est vraiment accessible en termes de taille, de place pour faire un petit atelier et d'investissement machine quoi. Et en sachant en plus aussi que toutes les machines de coutellerie en fait sont vachement polyvalentes et servent à faire tellement d'autres choses quoi. Tu vois par exemple un backstand, en fait tu peux faire plein de trucs dessus quoi. Tu peux faire plein de choses. Une perceuse, on n'a pas besoin d'expliquer qu'une perceuse tu peux faire plein de trucs quoi. Donc ça c'était tes machines, mais dans une autre vidéo on va voir tous tes outils. Ouais, on essaiera peut-être tout ce qui est polissage, tout ce qui est petit outil spécifique de coutellerie, tout un tas de choses. Ouais. Un petit mot pour vous dire que la pré-série du couteau à beurre est toujours en cours. Ouais. Loupe de bois de fer, mi-carta violet. Donc il y a 20% de réduction pendant un mois sur le petit couteau à beurre. Okay. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de ça, où on voit toute la fabrication, allez la voir. Et sinon, on se retrouvera pour une vidéo sur les outils. Donc tout ce qui est spécifique à la coutellerie, polissage, petits outils légers, après les grosses machines. Voilà. Ok, et à plus. À bientôt. Jour pluvieux. Jour heureux. Gros début de vidéo. énorme début de vidéo. Ça s'appelle Roxane, c'est parce que c'est police.